Mon mari a exigé un test ADN pour prouver que notre fils était le sien, mais quand le résultat est arrivé, c'est lui qui a reçu la plus grande révélation de sa vie. Ce que nous avons découvert dans cette enveloppe a non seulement détruit toutes ses certitudes, mais a bouleversé notre famille d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. C'est l'histoire de la façon dont un mensonge de plusieurs années a finalement éclaté au grand jour, et de la façon dont la vérité, aussi douloureuse soit-elle, nous a finalement libérés d'une prison dont nous ignorions même l'existence. Aujourd'hui, je vais vous raconter chaque détail de ce parcours, depuis le moment où tout s'est effondré jusqu'au jour où nous avons enfin trouvé la paix. Et croyez-moi, le chemin a été bien plus surprenant que ce que nous aurions pu imaginer. J'étais assise dans le salon, mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir l'enveloppe blanche qui venait d'arriver par la poste. Mon mari Richard était debout devant moi, les bras croisés, et cette expression de supériorité que j'avais appris à détester au cours des 5 dernières années. Notre fils Lucas, âgé de seulement 7 ans, était dans sa chambre, complètement inconscient de l'ouragan qui était sur le point de dévaster notre famille. Richard avait insisté pour ce maudit test ADN parce que selon lui, Lucas ne lui ressemblait en rien. Et pendant des mois, il m'avait accusé de trahison, d'avoir détruit notre famille, de l'avoir transformé en l'idiot de l'histoire. Chaque mot qui sortait de sa bouche était comme un coup de poignard. Chaque accusation était un poison qu'il déversait sur moi, devant sa belle-mère, ses amis et même devant Lucas lui-même. J'avais accepté de faire le test, non pas parce que j'avais quelque chose à cacher, mais parce que j'étais épuisée d'essayer de prouver mon innocence à un homme qui m'avait déjà condamnée sans jugement. Maintenant, l'enveloppe était là, dans mes mains, et je pouvais sentir son poids comme s'il était fait de plomb. Richard a fait un pas en avant et m'a arraché le papier des mains d'un mouvement brusque, ses yeux brillants de cette confiance arrogante de quelqu'un qui est absolument certain d'avoir raison. Il a déchiré l'enveloppe à la hâte, manquant de déchirer le papier à l'intérieur, et a commencé à lire à voix haute, s'attendant à trouver la confirmation de tous les mensonges qu'il avait répandus sur moi. Mais à mesure que ses yeux parcouraient les lignes du résultat, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant sur son visage. La couleur s'est estompée, sa mâchoire est tombée, ses mains ont commencé à trembler, exactement comme les miennes avaient tremblé quelques secondes auparavant. Le silence qui a envahi la pièce était assourdissant, et j'entendais mon propre cœur battre dans ma poitrine comme un tambour de guerre. Alors il m'a regardé, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu de la peur dans ses yeux, une peur authentique et une terreur pure, car ce qui est écrit sur ce papier n'était pas ce qu'il attendait, ce n'était même pas de loin ce que l'un de nous aurait pu imaginer. Avant de poursuivre le reste de cette histoire, je dois faire une pause pour remercier chacun d'entre vous qui est ici maintenant, écoutant mon histoire et consacrant votre temps à comprendre ce que j'ai traversé. Si vous appréciez ce contenu et souhaitez continuer à suivre des histoires réelles comme celle-ci, des histoires de dépassement, de douleur, mais aussi de renouveau et d'espoir, je vous demande de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo et de laisser votre j'aime ci-dessous afin que plus de personnes puissent trouver ces histoires et peut-être s'identifier à elles. J'ai créé cette chaîne parce que je crois que partager nos expériences, aussi douloureuses soient-elles, peut aider d'autres personnes qui traversent des situations similaires à se sentir moins seules, à trouver la force d'avancer et à réaliser qu'il y a toujours une issue, même quand tout semble perdu. Chaque histoire que je raconte ici est un témoignage que la vie peut changer, que nous pouvons nous relever même après les pires chutes. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche, laissez votre j'aime et continuons ce voyage ensemble. Maintenant, laissez-moi revenir à ce moment dans le salon, avec Richard tenant ce papier, car ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Laissez-moi revenir au début de tout,
pour que vous compreniez comment j'en suis arrivée à ce moment de désespoir dans le salon. J'ai rencontré Richard il y a 12 ans, lors d'une fête entre amis communs, et il semblait être tout ce dont j'avais toujours rêvé, attentionné, drôle, ambitieux, avec ce sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. Pendant les premiers mois de notre relation, il me traitait comme une princesse, m'emmenait à des dîners romantiques, m'envoyait des fleurs au travail, m'a présenté à sa famille avec tellement de fierté que j'ai vraiment cru avoir trouvé mon partenaire pour la vie. Sa mère, Madame Thérèse, a été polie avec moi au début, mais je percevais déjà une certaine distance, comme si elle m'évaluait constamment, cherchant des défauts, attendant que je commette une erreur. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, lors d'une belle cérémonie qui semblait tout droit sortie d'un conte de fées. Et pendant les premières années de mariage, tout semblait parfait, ou du moins c'est ce que je me forçais à croire. Richard travaillait beaucoup comme directeur des ventes et j'étais institutrice. Notre vie était simple mais confortable, et quand j'ai découvert que j'étais enceinte de Lucas, j'ai pensé que notre famille était enfin complète. Mais c'est justement après la naissance de Lucas que tout a commencé à changer, lentement et cruellement. Richard a commencé à travailler plus tard, rentrer à la maison fatigué et irrité, regarder à peine le bébé qui pleurait en réclamant l'attention de son père. J'essayais de comprendre. Après tout, il était sous pression au travail, essayant d'assurer notre avenir financier. Mais à mesure que les mois passaient, la distance entre nous ne faisait qu'augmenter. Madame Thérèse a commencé à venir plus souvent à la maison, toujours avec des commentaires subtils sur la façon dont j'élevais Lucas, disant que je le gâtais trop, que je ne savais pas être ferme, qu'une bonne mère ne laisserait pas l'enfant pleurer autant. Richard ne me défendait jamais. En fait, il a commencé à être d'accord avec sa mère, disant que j'étais trop molle, que je devais être plus stricte avec notre fils. Petit à petit, j'ai réalisé que quoi que je fasse, ce ne serait jamais suffisant pour cette famille. Quand Lucas a eu 3 ans, Richard a commencé à faire des commentaires étranges sur l'apparence du garçon, disant qu'il ne lui ressemblait en rien, que ses yeux étaient différents, que la forme de son visage ne ressemblait à personne de sa famille. Au début, je pensais que c'était juste des observations stupides. Après tout, les enfants changent beaucoup en grandissant. Mais les commentaires sont devenus de plus en plus fréquents et plus venimeux. Madame Thérèse alimentait ses soupçons, disant toujours des choses comme « C'est vraiment étrange, aucun de nos bébés n'est né avec ce teint » ou « Dans notre famille, tout le monde a le nez fin, d'où vient ce nez ?» J'essayais d'argumenter que Lucas avait aussi des caractéristiques de ma famille, que la génétique est une chose complexe et imprévisible, mais personne ne voulait m'écouter. Richard a commencé à me traiter avec froideur, avec méfiance, me questionnant sur chaque minute que je passais hors de la maison, voulant savoir où j'étais, à qui je parlais, fouillant mon téléphone quand je dormais. L'intimité entre nous a disparu, il me touchait à peine, et quand j'essayais de parler de ce qui se passait, il explosait en disant que j'étais folle, que j'imaginais des choses. Mais je n'imaginais pas. Je sentais chaque jour la transformation de l'homme que j'aimais en un étranger froid et cruel qui m'accusait silencieusement de quelque chose que je n'avais jamais fait. Les choses ont empiré drastiquement quand Lucas est entré à l'école et que Richard a commencé à répandre ses soupçons à d'autres personnes. Il racontait à ses amis qu'il avait des doutes sur la paternité, faisait des blagues de mauvais goût lors des réunions de famille, et Madame Thérèse ne manquait pas une occasion de répandre son venin dans tout le voisinage. Je suis devenue la femme adultère aux yeux de tous, même sans aucune preuve, sans aucun fondement, juste basée sur les paranoïas d'un homme qui ne pouvait accepter que son fils ait simplement des caractéristiques physiques différentes. Mes propres parents ont appris les rumeurs et ont été dévastés. Mon père est même allé jusqu'à me demander si c'était vrai, et la douleur que j'ai ressentie en voyant le doute dans ses yeux était indescriptible. J'ai imploré Richard d'arrêter cela, je l'ai supplié de faire ce maudit test ADN une bonne fois pour toutes et de mettre fin à cette torture. Mais il refusait, disant qu'il n'allait pas dépenser d'argent pour ça, qu'il connaissait déjà la vérité. J'ai alors réalisé qu'il ne voulait pas la vérité.
Il voulait maintenir ce pouvoir sur moi, ce récit où j'étais la méchante et lui la pauvre victime trahie. Pendant 5 ans, j'ai vécu cet enfer, étant humiliée, isolée, détruite émotionnellement, tout en essayant d'être la meilleure mère possible pour Lucas, qui heureusement était trop petit pour comprendre pleinement ce qui se passait autour de lui. Le moment qui a tout changé s'est produit un dimanche après-midi, 3 mois avant cette scène dans le salon avec l'enveloppe. J'étais dans la cuisine en train de préparer le déjeuner quand j'ai entendu Richard parler au téléphone dans le jardin. Et quelque chose dans le ton de sa voix m'a fait arrêter ce que je faisais et prêter attention. Il parlait doucement, presque en chuchotant, avec une douceur dans la voix qu'il n'avait pas utilisée avec moi depuis des années, disant des choses comme « Tu me manques aussi » et « Bientôt on réglera ça et on pourra être ensemble pour de bon ». Mon cœur s'est glacé, mes mains se sont arrêtées en l'air, tenant le couteau que j'utilisais pour couper les légumes. Et à cet instant, quelque chose en moi s'est simplement brisé, mais pas de la même manière qu'avant. Cette fois, ce n'était pas du désespoir ou de la tristesse que j'ai ressenti, c'était une clarté froide et cristalline, une compréhension absolue que tout cela, toutes les accusations, toute la cruauté, toute la campagne pour me détruire avait un but très spécifique. Richard avait une liaison et il avait besoin que je sois la méchante de l'histoire pour justifier ce qu'il faisait, pour que, lorsqu'il me quitterait enfin, tout le monde croie qu'il était la victime, qu'il avait tout le droit de chercher le bonheur loin de sa femme traîtresse. Cette nuit-là, après que Richard se soit endormi, j'ai pris son téléphone portable et j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin. Des messages passionnés avec une femme nommée Marcel, des photos intimes, des conversations sur des projets futurs où je n'existais tout simplement pas. Ils étaient ensemble depuis presque 2 ans, peu après que Richard ait commencé ses accusations concernant Lucas. Plus que cela, j'ai découvert des messages entre Richard et sa mère où Madame Thérèse conseillait à son fils de rassembler des preuves de la trahison afin qu'il puisse tout garder lors du divorce. Ils avaient même discuté de la possibilité qu'il perde la garde de Lucas à cause de ma prétendue infidélité. La colère qui m'a envahie à ce moment-là n'était pas chaude et explosive, elle était glaciale et calculée, une fureur qui me donnait de la concentration au lieu de m'aveugler. J'ai pris des photos de tout, j'ai sauvegardé des conversations, j'ai documenté chaque preuve que j'ai trouvée. Et j'ai pris une décision, là, dans l'obscurité de notre chambre, pendant que cet homme que j'avais aimé dormait à mes côtés sans la moindre idée de ce qui allait arriver. Je n'allais plus être la victime passive de cette histoire, j'allais devenir la protagoniste de ma propre libération. Les jours suivants, j'ai commencé à agir avec une précision chirurgicale. D'abord, j'ai cherché une avocate spécialisée en droit de la famille, une femme incroyable nommée Maître Pauline qui avait la réputation d'être implacable dans les cas de divorce compliqués. Je lui ai montré toutes les preuves que j'avais recueillies, j'ai raconté toute l'histoire des accusations infondées, de l'humiliation publique, du harcèlement moral que j'avais subi. Elle m'a conseillé de tout documenter, chaque commentaire malveillant, chaque accusation, chaque témoin qui pourrait confirmer le traitement que je recevais. J'ai commencé à enregistrer des conversations où Richard m'accusait. J'ai sauvegardé des messages de Madame Thérèse faisant des insinuations sur ma fidélité. J'ai recueilli des témoignages de voisins qui avaient entendu les disputes. Mais le coup le plus important fut quand j'ai finalement confronté Richard et exigé qu'il fasse le test ADN dont il parlait tant, mais n'avait jamais eu le courage de réaliser. Je savais qu'il allait résister, mais cette fois, je n'ai pas accepté de refus. J'ai dit que s'il croyait vraiment à ce qu'il disait, il avait l'obligation morale de le prouver. Et que s'il refusait, je ferais moi-même savoir à tout le monde qu'il était un lâche qui avait peur de la vérité. Richard s'est retrouvé acculé, car s'il refusait le test maintenant que je l'exigeais publiquement, tout le monde verrait qu'il bluffait, qu'il n'avait jamais eu de preuves réelles de quoi que ce soit. Il a accepté de faire l'examen, mais je pouvais voir dans ses yeux cette confiance arrogante, cette certitude absolue que le résultat allait confirmer ses soupçons et finalement me détruire pour de bon.
Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà parlé à mes parents, j'avais déjà alerté mes amis proches de ce qui se passait, j'avais déjà commencé à reconstruire mon réseau de soutien qui avait été systématiquement détruit au fil des ans. J'ai aussi parlé à la directrice de l'école où je travaillais, j'ai expliqué la situation et lui ai demandé d'être prête à ce qui pourrait arriver. Chaque pièce de mon plan était mise en place, chaque mouvement était calculé, et pendant que Richard pensait être sur le point de remporter sa grande victoire, il n'avait aucune idée qu'il marchait droit dans un piège qu'il avait lui-même construit. J'avais finalement compris que la meilleure vengeance ne serait pas de crier ou de faire un scandale, ce serait simplement de laisser la vérité faire son travail, de laisser ses propres mensonges et sa propre trahison le détruire de la même manière qu'il avait essayé de me détruire. L'exécution de mon plan a commencé le jour même où nous avons programmé le test ADN au laboratoire. Pendant que Richard pensait que ce serait le jour de mon jugement final, je commençais ma libération. La veille du test, j'ai appelé ma sœur Amandine, qui vivait dans une autre ville et était également avocate, et je lui ai demandé de venir me rendre visite les jours suivants sous prétexte de me manquer. Amandine a toujours été mon alliée, elle n'a jamais cru aux mensonges que Richard répandait, et quand je lui ai raconté tout ce que j'avais découvert, toutes les preuves que j'avais recueillies, elle était furieuse mais aussi impressionnée par ma stratégie. Le jour de l'examen, nous sommes allés tous les trois au laboratoire, moi, Richard et Lucas, qui pensaient que ce n'était qu'une autre visite médicale de routine. Richard était radieux, parlant à tout le monde au laboratoire de la façon dont il allait enfin résoudre une question importante de sa vie, tenant à insinuer au réceptionniste qu'il avait des doutes sur la paternité. Je l'ai laissé parler, je l'ai laissé s'exposer, je l'ai laissé construire son propre récit de victime devant des étrangers. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà parlé à la gérante du laboratoire, expliqué discrètement la situation d'abus que je vivais et demandé que lorsque le résultat serait prêt, elle m'appelle d'abord avant de l'envoyer par la poste. Pendant les 15 jours qu'il a fallu pour que le résultat soit prêt, j'ai exécuté chaque étape de mon plan avec une précision millimétrique. D'abord, j'ai loué discrètement un petit appartement près de l'école où je travaillais, en utilisant de l'argent que j'avais économisé secrètement pendant des mois en vendant quelques bijoux que ma grand-mère m'avait laissés. Richard n'avait aucune idée de cette réserve financière car il ne s'est jamais soucié de ce que je faisais tant que la maison était propre et que la nourriture était sur la table. J'ai commencé à transférer petit à petit mes affaires les plus importantes et mes documents dans cet appartement. Vêtements, photos de famille, les jouets préférés de Lucas, tout ce qui avait une valeur sentimentale. Ma sœur Amandine est venue passer quelques jours à la maison comme prévu et sa présence a rendu Richard visiblement mal à l'aise parce qu'il savait qu'elle n'avait jamais cru ces histoires. Pendant les repas, Amandine posait des questions apparemment innocentes sur son travail, sur ses horaires, sur les voyages qu'il avait faits, et je pouvais voir Richard devenir de plus en plus nerveux, sentant que quelque chose était différent, mais sans pouvoir identifier exactement quoi. Pendant ce temps, Maître Pauline préparait toute la documentation nécessaire au divorce, y compris une demande de mesures de protection au cas où Richard deviendrait violent en découvrant que je savais tout. Nous avons organisé toutes les preuves de sa trahison, capture d'écran de conversation, photos, relevés de cartes de crédit montrant des dépenses dans des hôtels et restaurants les jours où il disait travailler tard. Plus important encore, nous avons recueilli des témoignages de personnes qui avaient assisté aux humiliations publiques qu'il m'infligeait, des voisins qui avaient entendu des disputes où il m'accusait en criant, des collègues de travail qui connaissaient son affaire avec Marcel, même des messages que Madame Thérèse avait envoyés à d'autres membres de la famille répandant des rumeurs sur moi. Chaque pièce de preuve a été cataloguée, datée, contextualisée. Je suis aussi allée voir le psychologue que j'avais commencé à consulter des mois auparavant, quand la pression émotionnelle me consumait, et j'ai demandé un rapport détaillé documentant les symptômes d'anxiété et de dépression que j'avais développés à cause de l'abus psychologique.
Le médecin n'a pas hésité à fournir le document, offrant même de témoigner en ma faveur si nécessaire, car il avait suivi de près la détérioration de ma santé mentale causée par le traitement que je recevais à la maison. Le coup le plus audacieux est venu quand j'ai décidé de confronter Marcel directement. J'ai découvert où elle travaillait grâce aux conversations que j'ai trouvées sur le téléphone de Richard. Et un jour où il était en voyage d'affaires, je suis allée à son bureau. Marcel était exactement le type de femme que j'imaginais. Jeune, jolie, avec cette confiance de quelqu'un qui n'a pas la moindre idée des conséquences de ses propres actes. Je me suis assise devant elle et j'ai simplement posé sur la table du café où nous nous sommes rencontrés des copies des conversations entre elle et mon mari. Son visage a perdu toute couleur quand elle a réalisé qui j'étais. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scandale, j'ai juste dit calmement qu'elle devait savoir que l'homme qui promettait de quitter sa femme pour être avec elle était le même qui, depuis des années, m'accusait faussement de trahison pour justifier sa propre liaison extra-conjugale. Je lui ai parlé des mensonges, de la campagne de diffamation, sur la façon dont Richard utilisait ce récit pour essayer de me retirer même la garde de mon propre fils. J'ai vu dans ses yeux le moment exact où la fantaisie romantique s'est effondrée, et elle a réalisé qu'elle n'était pas l'héroïne d'une grande histoire d'amour, mais plutôt l'autre femme dans une intrigue beaucoup plus sordide et manipulatrice. Avant de partir, j'ai clairement indiqué qu'elle serait appelée comme témoin dans la procédure de divorce et qu'il serait dans son meilleur intérêt de coopérer avec la vérité. Marcel n'a pas dit un mot, elle est restée assise là, tenant les feuilles imprimées avec ses propres messages, faisant enfin face à la réalité de ce dans quoi elle s'était impliquée. Nous revenons donc à ce moment dans le salon, avec Richard tenant l'enveloppe du test ADN, et je vais enfin vous raconter ce qui était écrit sur ce papier qui a tout changé. Richard a lu le résultat à voix haute, la voix tremblante, d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Et les mots qui sont sortis de sa bouche ont été comme un tremblement de terre qui a détruit toute la fondation de mensonges qu'il avait construite. Le test confirmait avec 99,9% de certitude que Lucas était son fils biologique. Il n'y avait aucune marge de doute, aucune faille pour la remise en question. La science avait parlé et la vérité était indéniable. Mais ce qui a rendu ce moment encore plus dévastateur pour Richard a été la deuxième page du résultat, qui incluait un test d'ascendance étendu que j'avais spécifiquement demandé au laboratoire. Là, il était expliqué en détail scientifique pourquoi Lucas avait des caractéristiques physiques différentes. Il avait hérité de gènes récessifs à la fois de ma famille et de la famille de Richard lui-même, des gènes qui avaient sauté des générations et s'étaient manifestés chez notre fils de manière qui n'était tout simplement pas visible chez les parents, quelque chose de complètement normal et scientifiquement documenté. Richard a lu tout cela en silence, et j'ai vu le moment exact où la réalité l'a frappé comme un train à grande vitesse. Il avait détruit notre famille, m'avait torturé pendant des années, avait répandu des mensonges venimeux partout, tout cela basé sur absolument rien, sur une paranoïa infondée, sur une ignorance complète du fonctionnement de la génétique. Le silence qui a suivi n'a duré que quelques secondes, mais a semblé une éternité. Alors je me suis levée, j'ai marché jusqu'à lui, immobile comme une statue. J'ai pris le papier de sa main qui pendait immobile dans l'air, et j'ai dit avec un calme qui m'a moi-même surprise d'avoir: Maintenant qu'il est prouvé que tu as menti sur tout, que tu as détruit ma réputation sans aucune raison, sans aucune preuve, je pense qu'il est temps de parler d'autres vérités qui doivent éclater au grand jour. J'ai pris mon sac et j'ai commencé à sortir les copies imprimées que j'avais préparées. Toutes les conversations entre lui et Marcel, toutes les photos, tous les relevés bancaires, toutes organisées chronologiquement avec des dates et des heures. J'ai tout posé sur la table basse, très lentement, le laissant voir chaque page, chaque preuve de sa propre trahison.
Richard est resté paralysé, la bouche s'ouvrant et se fermant sans pouvoir former de mots, ses yeux parcourant frénétiquement ces pages, comme s'il cherchait un moyen de nier l'inévitable. Alors il a essayé de faire ce qu'il faisait toujours, attaquer. Il a fait un pas dans ma direction, les poings serrés, et a crié que je n'avais pas le droit de fouiller dans ses affaires, que j'avais envahi sa vie privée, comme si d'une certaine manière j'étais la méchante pour avoir découvert la vérité sur ses mensonges. Mais cette fois, je n'ai pas reculé, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas imploré. J'ai aussi fait un pas en avant et j'ai dit d'une voix forte et claire: tu as passé 5 ans à m'accuser de trahison, à m'humilier en public, à détruire ma réputation, à menacer de me prendre mon fils. Et maintenant, tu veux parler de vie privée? Maintenant, tu veux te faire passer pour une victime? C'est à ce moment-là que ma sœur Amandine est sortie de la chambre où elle attendait, comme convenu, et avec elle est venue Maître Pauline, mon avocate, que j'avais demandé de venir témoigner de la confrontation, au cas où Richard deviendrait violent. Leur présence dans le salon a complètement changé la dynamique. Richard a instantanément réalisé que ce n'était pas une découverte accidentelle, c'était une opération planifiée, un piège dans lequel il était tombé tête baissée à cause de sa propre arrogance. Maître Pauline s'est présentée formellement et a posé sur la table les papiers du divorce déjà préparés, ainsi que des copies de toutes les preuves que nous avions recueillies, y compris les dépositions de témoins, le rapport de mon psychologue et même une déclaration signée par Marcel, qui, après notre conversation, avait décidé de coopérer entièrement, admettant la liaison et confirmant que Richard avait prévu d'utiliser les fausses accusations contre moi pour obtenir un avantage dans le divorce. Richard a essayé d'argumenter, a essayé de dire que tout était un malentendu, qu'il pouvait expliquer. Mais Maître Pauline l'a interrompu et a expliqué calmement qu'il avait 2 options. Accepter un divorce à l'amiable selon les termes que nous proposions, qui incluaient la garde partagée de Lucas avec alternance hebdomadaire, une division équitable des biens et une pension alimentaire modérée, ou faire face à un procès contentieux où toutes ses preuves seraient présentées en tribunal public où sa réputation serait détruite de la même manière qu'il avait détruit la mienne, où il ferait face à des accusations de diffamation, d'abus psychologiques et d'aliénation parentale. Plus que cela, elle a clairement indiqué que nous avions suffisamment de preuves pour poursuivre également Madame Thérèse pour diffamation et calomnie, puisqu'elle avait joué un rôle essentiel dans la diffusion des mensonges sur moi. La mention de sa mère a été le coup final. Richard s'est pratiquement effondré sur le canapé, la tête entre les mains, comprenant enfin qu'il avait tout perdu. Le contrôle sur moi, le récit qu'il avait construit, l'avenir qu'il avait planifié avec Marcel en utilisant les débris de notre famille comme tremplin. J'ai regardé cet homme que j'avais aimé, qui avait été mon mari, le père de mon fils, et j'ai ressenti un étrange mélange de pitié et de soulagement. Car finalement, après des années passées dans une cage de mensonges et de manipulations, j'étais libre, et il était emprisonné dans les conséquences de ses propres actes. Aujourd'hui, 2 ans après cette confrontation dévastatrice dans le salon, ma vie est complètement différente. Et quand je dis différente, je veux dire infiniment meilleure de toutes les manières possibles. Richard a signé les papiers du divorce sans résistance. Il savait qu'il n'avait pas le choix. Et honnêtement, je pense qu'une partie de lui était soulagée de ne plus avoir à maintenir cette farce. Dans les premiers mois après la séparation, la vérité sur ce qui s'était passé s'est répandue par le même réseau de commérages qui auparavant répandait des mensonges sur moi. Et cette fois, le récit était complètement différent. Les gens qui m'avaient jugé, qui avaient cru à ces accusations, ont commencé à me chercher pour s'excuser, certaines avec une honte sincère, d'autres voulant simplement se débarrasser de leur culpabilité. J'ai accepté certaines excuses et en ai rejeté d'autres, car j'ai appris que tout le monde ne mérite pas une place dans ma vie juste parce qu'il a finalement décidé de croire à la vérité. L'appartement que j'avais loué secrètement est devenu notre nouveau foyer, le mien et celui de Lucas. Un petit espace mais plein de paix,
où il n'y avait plus de cris, d'accusations ou de tensions dans l'air. Lucas s'est adapté mieux que je ne l'espérais. Les enfants sont résilients d'une manière que nous, adultes, oublions parfois. Et avec la thérapie que nous avons commencée ensemble, il a réussi à gérer la séparation de ses parents de manière saine. La garde partagée fonctionne bien. Richard vient chercher Lucas tous les vendredis et le ramène le dimanche soir. Et en ces 2 ans, il semble vraiment avoir changé. Pas complètement, mais suffisamment pour être un père présent et aimant quand il est avec son fils. Je pense que l'humiliation publique d'avoir ses mensonges exposés a été une leçon qu'il n'oubliera jamais. Sa relation avec Marcel a pris fin quelques mois après que tout ait éclaté au grand jour. Apparemment, elle ne pouvait plus le regarder de la même manière après avoir découvert le genre d'homme qu'il était vraiment. Madame Thérèse a essayé de garder contact avec Lucas au début, mais après que j'ai clairement indiqué qu'elle ne serait pas la bienvenue chez moi et que toute visite devrait être coordonnée par Richard, elle a pratiquement disparu de notre vie, ce qui a été une bénédiction déguisée. Quant à moi, je suis redevenue la personne que j'étais avant tout ce cauchemar, où en fait je suis devenue une version encore meilleure, plus forte, plus consciente de ma propre valeur. J'ai reçu une promotion au travail, je suis devenue coordinatrice pédagogique de l'école et j'ai commencé à donner des conférences sur les relations abusives et l'importance de reconnaître les signes de manipulation émotionnelle. Financièrement, la vie est devenue plus difficile au début. Partager les dépenses d'élever un enfant tout en gérant une maison seule n'est pas facile. Mais la pension que Richard paie aide. Et plus important encore, j'ai mon indépendance, ma dignité, ma paix d'esprit. Je n'ai pas à demander la permission à qui que ce soit, je n'ai pas à justifier chaque centime que je dépense, je n'ai pas à marcher sur des œufs dans ma propre maison de peur de réveiller la colère d'un homme instable. Lucas grandit maintenant dans un environnement sain, où il voit sa mère être respectée, être heureuse, être maîtresse de sa propre vie. Il comprend, dans la mesure où un enfant de 9 ans peut comprendre, que parfois les parents se séparent, mais que cela ne signifie pas qu'il est moins aimé. Je maintiens une communication polie et fonctionnelle avec Richard, axée exclusivement sur le bien-être de notre fils, sans rancune inutile, mais aussi sans fausse réconciliation. J'ai appris que pardonner ne signifie pas oublier et ne signifie certainement pas revenir en arrière. Pardonner, c'est libérer le poids de la haine pour que vous puissiez avancer sans porter de chaînes invisibles. En regardant en arrière maintenant, je vois clairement comment ces années de souffrance m'ont transformée. Elles m'ont fait découvrir une force intérieure dont j'ignorais même l'existence. Il y a encore des jours difficiles, bien sûr. Il y a des moments où la solitude pèse. Il y a des nuits où je me surprends à penser à comment les choses auraient pu être différentes si Richard avait été un homme meilleur, s'il avait choisi de faire confiance au lieu de suspecter, d'aimer au lieu de contrôler. Mais ces moments passent, et ce qui reste, c'est la profonde gratitude d'avoir trouvé le courage de partir, de lutter, de reconstruire. J'ai rencontré d'autres femmes qui ont vécu des situations similaires. Nous avons formé un groupe de soutien qui se réunit mensuellement. Et écouter leurs histoires, voir leur parcours de rétablissement, me rappelle constamment que j'ai fait le bon choix. Lucas est heureux, en bonne santé, se fait des amis à l'école, obtient de bonnes notes, et quand il me serre dans ses bras avant de dormir et me dit qu'il m'aime, je sais que chaque larme, chaque nuit blanche, chaque moment de peur que j'ai traversé pour en arriver là en valait la peine. C'est ma vie maintenant. Elle n'est pas parfaite, mais elle est mienne, construite sur mes choix, mes valeurs, mon amour-propre que j'ai finalement appris à cultiver. Et je peux dire en toute sincérité, je suis plus heureuse seule avec ma dignité intacte que je ne l'ai jamais été dans un mariage basé sur les mensonges et le contrôle. Maintenant, je dois vous poser une question très importante à vous qui avez regardé jusqu'ici. Je veux savoir, dans les commentaires ci-dessous, quel a été le moment où vous avez pensé que tout se résoudrait? Quand avez-vous cru que la vérité éclaterait enfin? Parce que mon histoire n'est pas unique, ce n'est pas une exception. C'est la réalité de nombreuses femmes qui, en ce moment même, vivent des relations où elles sont accusées, humiliées, isolées, détruites émotionnellement. Si vous regardez et que vous vous êtes identifié à quelque chose que j'ai raconté, si vous connaissez quelqu'un qui traverse une situation similaire, je dois vous dire une chose très importante. Vous n'êtes pas seul dans ce combat.
et il y a de la force pour faire face, il y a un chemin pour sortir de cette obscurité. Souvent, nous ne savons pas où courir, nous ne savons pas à qui faire confiance, nous nous sentons complètement perdus. Mais j'ai découvert quelque chose de profond pendant ce voyage, quelque chose qui a changé mon cœur pour toujours. Dans mes pires moments, quand j'ai cru que je n'y arriverais plus, quand la douleur était si forte que je pensais abandonner, c'est ma foi en Dieu qui m'a soutenue. C'est croire en Jésus-Christ qui m'a donné la force de me lever chaque jour. Si vous souffrez, si vous vous sentez piégé dans une relation abusive, dans une situation qui semble sans issue, je vous implore de chercher une communauté de foi chrétienne près de chez vous, que vous imploriez une aide spirituelle, que vous placiez votre confiance en Jésus. Dieu ne veut pas que vous souffriez de cette manière, il veut votre libération, votre paix, votre vie restaurée. Cherchez une église, parlez à un pasteur, cherchez cette foi, car la vraie libération commence quand vous remettez vos peurs entre les mains de Dieu. Je suis reconnaissante pour chacun d'entre vous qui écoutez mon histoire, qui vous souciez, qui voulez faire la différence. Merci d'être ici avec moi, de partager ce moment avec moi. Que Dieu vous bénisse chacun. À la prochaine vidéo.